Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle La philosophie du quotidien consacré cette année à l'humour, Philippe Arnaud propose une séance sur le rire des philosophes. Bonjour et bienvenue. Alors nous allons aujourd'hui commencer notre avant-dernière séance du cycle consacrée à l'humour et au rire. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Arnaud, professeur de philosophie à l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art. Alors vous avez publié Le rire des philosophes de Platon à Foucault chez Arléa, d'abord en 2015, puis une réédition en 2017. Vous avez également publié Suites anglaises de Swift à Joyce, Stevenson, Orwell et quelques autres. Donc vous avez une passion pour la littérature anglaise. Peut-être est-ce de là que vous vient aussi l'intérêt pour l'humour et le rire? Vous allez en parler, donc j'anticipe un petit peu. On ne s'imagine Platon et Aristote qu'avec de grandes robes de pédants, nous dit Pascal. Mais il ajoute, c'étaient des gens honnêtes et comme les autres, riant avec leurs amis. Les philosophes ne seraient donc pas, conformément à certains préjugés, des pédants rabat-joie, mais ils riraient comme tout le monde. Mais de quoi rient les philosophes? Et y a-t-il un rire proprement philosophique? C'est ce que nous allons découvrir en écoutant Philippe Arnaud. C'est à vous. Je remercie Éric Mougenot de sa présentation et de son accueil, et d'avoir cité ce petit livre effectivement sur le rire des philosophes. Je vais faire deux remarques pour commencer, en forme un peu de profession de foi, si j'ose dire. Premièrement, le rire est intempestif. Voilà. Le rire est inactuel. L'actualité n'est pas drôle, inutile de développer. Raison de plus pour rire, pourrait-on dire. Encore faut-il pouvoir rire. Et la deuxième remarque découle de la première. Le rire n'est pas un luxe de privilégiés confortablement installés dans l'existence ou dans ce bel endroit qu'est la Bibliothèque nationale. Le rire est vital. Et il y a une phrase, puisque vous avez cité les Anglais, il y a une phrase de l'écrivain Chesterton, l'écrivain anglais Chesterton, que j'aurais envie de mettre en exergue de cette conférence. Chesterton qui disait « Amusant n'est pas le contraire de sérieux, amusant est simplement le contraire de pas amusant ». J'en viens donc au rire des philosophes. Si vous prononcez le rire des philosophes, vous entendez deux choses. La philosophie et le rire, effectivement, le rire propre aux philosophes, ce qu'on appelle de façon, pardonnez-moi un peu d'être un peu pédant là, le génitif subjectif, et puis deuxièmement le rire dont les philosophes aussi sont l'objet. Alors on appelle ça génitif objectif, c'est-à-dire le rire ou la moquerie aussi éventuellement qu'ils peuvent susciter. Si vous enlevez d'ailleurs l'article défini, vous entendez rire des philosophes, rire à l'impératif. L'importance de rire, alors sinon de la philosophie, du moins des philosophes eux-mêmes. Et là on pense à Pascal, évidemment, qui disait « se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher ». Alors, la philosophie prise en flagrant délit de trop de sérieux, vous venez d'y faire allusion à l'instant, ou comme objet d'ironie, on trouve ça par exemple chez Virginia Woolf. On célèbre cette année le 140e anniversaire de sa naissance. Cet anniversaire est passé presque inaperçu en France. Personnellement, je serais assez favorable à un transfert des cendres de Woolf au Panthéon. Alors, on me dit qu'elle est anglaise, donc oublions cette très mauvaise idée. Après tout, ce sont les livres de Woolf qui sont importants. Woolf n'est pas loin de penser que la philosophie, c'est quelque chose de masculin. Ce en quoi elle n'a peut-être pas complètement tort. Enfin, ça pourrait être l'objet peut-être d'un débat ensuite entre nous. Derrida a écrit des choses sur le sujet. Dans un livre qui s'appelle « Une chambre à soi », qui a eu une place importante dans l'histoire du féminisme, Virginia Woolf se moque des sages, ceux qu'elle appelle les sages, les pseudo-savants, alors des hommes évidemment, qui dissertent sur la condition féminine. Et il se trouve que Woolf a aussi écrit
un essai sur le rire moins connu. Il date de 1905, il est intitulé La valeur du rire. Et il pourrait nous servir de fil conducteur aujourd'hui. Woolf ironise notamment sur ce qu'elle appelle l'esprit de solennité. Et je voudrais la citer. « Les femmes et les enfants sont les grands prêtres de l'esprit comique, car ils n'ont pas le regard voilé par l'érudition, ni le cerveau étouffé par les théories qu'on trouve dans les livres. Si bien qu'à leurs yeux, les êtres et les choses ont gardé des contours bien nets. Toutes ces excroissances hideuses qui ont envahi la vie moderne, la pompe, les conventions et les tristes solennités, ne craignent rien tant que l'éclat d'un rire qui, tel l'éclair, les foudroie. » Fin de citation. Les puissants craignent le rire, dit Woolf. Et puis elle ajoute ceci aussi, elle dit c'est parce que leur rire possède cette qualité que les enfants sont craints de qui se sait affecté et faux. Et c'est probablement la raison pour laquelle les femmes sont regardées avec défiance par ceux qui font profession d'érudition. Alors nous voilà prévenus, en quelque sorte, attention au trop de solennité ou au trop d'affectation. Et donc je parlerai d'abord donc, du rire des philosophes, du rire propre aux philosophes et de leur conception du rire, et puis dans un deuxième temps de la nécessité de rire peut-être aussi des philosophes, un rôle proprement dévolu à la littérature. Platon contre Aristophane, pour résumer. Aristophane, vous vous souvenez, qui se moque de Socrate dans Les Nuées, en particulier. Et puisque j'ai placé mon exposé sous le signe des Anglais, donc Chesterton, Woolf, je parlerai, si j'en ai le temps, un petit peu de l'humour anglais aussi. Voilà. Alors j'entre dans le vif du sujet, donc premièrement, le rire des philosophes, le rire propre aux philosophes, ou le rire à travers la philosophie. Je voudrais faire une précaution pour commencer, c'est de ne pas enfermer le rire dans une définition. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. J'ouvre le dictionnaire Robert, par exemple, je lis rire, le verbe rire. Ça consiste à exprimer la gaieté par l'expression du visage, par certains mouvements de la bouche et des muscles faciaux, accompagnés d'expressions saccadées plus ou moins bruyantes. Voilà. Donc le rire, on définit le rire par des signes extérieurs. Bon. Mais immédiatement, on peut se demander si est-ce que définir le rire, ce n'est pas finalement passer à côté de ce qui fait l'essence du rire, hein, comme dit Baudelaire, dont je reparlerai peut-être tout à l'heure. Une deuxième difficulté, enfin une autre difficulté que je vais éluder tout de suite, c'est la différence entre le rire et l'humour, que je n'ai pas envie de commencer à distinguer, en tout cas pour commencer. L'humour, c'est la forme d'esprit qui consiste à dégager les aspects insolites ou plaisants d'une situation. Faire de l'humour, dit-on, c'est plaisanter. Entre le rire, donc le sourire, un rire silencieux, nous dit encore le dictionnaire Robert, entre la plaisanterie, le comique, l'humour, etc., il y a sans doute 1000 nuances. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Je remarque qu'aujourd'hui, les comiques à la télévision se présentent comme des humoristes, dont acte. Je ne vais donc pas faire un catalogue, ça serait ennuyeux, mais identifier peut-être quelques points de repère concernant le rire des philosophes. Dans La valeur du rire dont je viens de vous parler, Virginia Woolf remarquait la chose suivante. Je cite là encore, elle disait « Le rire à l'état pur, celui que font entendre les enfants et les sottes, n'a pas bonne réputation. On le tient pour la voix de la bêtise et de la frivolité qui n'inspire ni le savoir ni l'émotion. » Pour en comprendre la raison, il faut revenir à Platon et plus précisément à un dialogue qui s'intitule « Le Théétète ». Dans ce dialogue de Platon, dans le Théétète, Socrate raconte une histoire, celle de Thalès et de sa servante, Thrace, enfin avec un H, sa servante de Thrace. Thalès, donc le fameux philosophe et mathématicien du 5e siècle, la Thrace étant une région de Grèce à l'est, à cheval aujourd'hui entre la Grèce, la Bulgarie et la Turquie. Et l'histoire est la suivante. Alors un jour, Thalès observait les étoiles, et il est tombé dans un trou, et sa servante donc a éclaté de rire. Elle s'est moquée de Thalès, qui regardait les étoiles, et qui a fait une chute ridicule.
Elle rit donc du philosophe, elle rit de Thalès, qui est tête en l'air, hein, on pourrait dire les choses comme ça. Et voilà la signification donc du rire de la servante de Thrace. Alors la signification qu'en donne Platon est la suivante, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Il dit il y a deux attitudes finalement par rapport à la vie, hein, qui s'affrontent. Le rire de la servante, finalement, c'est celui de l'ignorance. On peut peut-être même dire d'une certaine idiotie. La dérision et la déraison sont proches l'une de l'autre. Son rire est vulgaire. Et donc, rire ou comprendre, finalement, il faut choisir, hein, dit Platon. Accessoirement, la philosophie est une chose sérieuse, hein, on ne rigole pas avec ça. Alors, c'est évidemment quelque chose que va reprendre Spinoza après, dans une formule célèbre, quand il dit « non ridere sed intelligere », c'est-à-dire « il ne faut pas rire, mais comprendre hein, », qui est un peu un leitmotiv de la philosophie. La citation complète étant non ridere, non lugere, neque necessari sed intelligere, pardon pour le latin, c'est-à-dire il ne faut pas rire, ni pleurer, ni détester, mais comprendre. Et donc il y a une dévalorisation du rire ici, ou en tout cas une mise à distance du rire au commencement de la philosophie qui est tout à fait significative. Et Woolf fait implicitement référence à ce passage du Théétète lorsqu'elle écrit « Les femmes et les enfants sont les grands prêtres de l'esprit comique ». D'entrée de jeu, le rire, en tout cas un certain rire, hein, dont je parlais en introduction tout à l'heure et sur lequel je reviendrai tout à l'heure peut-être, un certain rire est mis hors la loi. Alors ça ne veut pas dire que le rire est banni de la cité chez Platon. Comme souvent, avec Platon, les questions sont plus intéressantes ou sont plus importantes que les réponses, mais ça veut dire que le rire pose problème. Un certain rire pose problème quand même. D'ailleurs, on rit quand même beaucoup dans les dialogues de Platon. Socrate rit beaucoup aussi avec ses interlocuteurs. Je prendrai simplement deux exemples. Le banquet, par exemple, c'est un dialogue assez gai. Chacun, vous vous souvenez, fait tour à tour l'éloge de l'amour. Et comme son nom l'indique, cet éloge est copieusement arrosé. Et dans le banquet, pour ne citer que lui, Aristophane, donc, qui est mis en scène dans ce dialogue, vous vous souvenez peut-être, est invité à exposer son idée de l'amour. Et il raconte une histoire, il raconte une fable, celle des androgynes, comme on dit, entre guillemets. Le terme n'est peut-être pas très approprié, mais un mythe, en tout cas, pour expliquer pourquoi nous recherchons l'amour, finalement, dans la vie. Alors, je résume très rapidement, hein, peut-être pour cette histoire. En gros, Aristophane, il dit à l'origine existaient des êtres doubles. Hein, ils étaient ronds, ils avaient 2 visages, 4 bras, 4 jambes, des organes génitaux tournés de chaque côté. Et puis un jour, ils se sont très mal comportés. Donc Zeus les a punis, les a coupés en 2. Et depuis ce jour, chacun cherche sa moitié dans l'univers. Voilà l'origine d'Eros, donc, hein, dit Aristophane. Et l'amour, eh bien, c'est quoi? C'est une recherche, et en même temps un rétablissement de l'unité perdue, d'une unité primitive, la moitié d'orange, si vous voulez. Et donc, on pourrait dire c'est une théorie de l'amour-fusion, hein, que nous présente Aristophane. Quand on s'aime, finalement, on ne fait plus qu'un. Et à ce moment-là, Éric Zimac, qui est un personnage du dialogue, rit ouvertement. On peut penser aussi que les autres rient aussi. Hein. Je veux dire par là qu'on prend souvent ce mythe d'Aristophane au sérieux. Moi, personnellement, je fais l'hypothèse qu'Aristophane a raconté cette histoire pour faire rire. Il ne faut pas trop la prendre au sérieux. On est libre d'y croire ou pas. Je rappelle ce que disait un psychanalyste qui s'appelait Jacques Lacan, qui disait « On n'a jamais vu 2 personnes n'en faire plus qu'une. Hein ». Et donc, est-ce que finalement le rêve de fusion n'est pas un petit peu puéril, n'est pas un petit peu ridicule? Bon. Le deuxième dialogue dans lequel on rit aussi, c'est la République de Platon. Socrate rit beaucoup. Je prendrai un seul exemple, un livre 5. Peut-être certains d'entre vous se souviennent, c'est des souvenirs d'école, hein, du livre 5 de la République. C'est le livre dans lequel justement Platon parle des hommes et des femmes. Hein.
On est toujours autour de ce sujet-là. Et vous vous souvenez peut-être que Socrate prône une égalité entre les hommes et les femmes à ce moment-là. Alors, je n'entre pas dans les détails, mais je résume très rapidement l'argument féministe de Socrate. Il dit « les femmes ont les mêmes dons que les hommes. En gros, elles pourraient très bien remplir les mêmes tâches dans la société. » Socrate est pour l'égalité. Et son interlocuteur, Glaucon, n'est pas d'accord à ce moment-là. Il lui dit « non mais tu te rends compte, imagine que les hommes et les femmes soient mélangés, dans les gymnases en particulier. Dans les gymnases, les hommes étaient traditionnellement nus. » Glaucon dit, tu te rends compte, ça risquerait de mal tourner. Et Glaucon, à ce moment-là, rit un petit peu grassement, on pourrait dire les choses comme ça. On peut imaginer le rire un peu épais, si vous voulez, de Glaucon. Et Socrate, à ce moment-là, lui dit, attention, ne ris pas trop vite, justement. Et il a cette phrase qui est magnifique, je trouve. Il dit, il ne faut pas cueillir trop tôt le fruit du rire. C'est très beau. Sous-entendu, vous serez jugé sur la qualité de votre rire aussi. Autrement dit, il n'y a pas seulement un lieu pour rire, ou un milieu pour rire, il y a aussi un temps pour rire, peut-être, un bon tempo. Et ce qui est bête, finalement, ce n'est pas de rire, finalement, c'est de rire peut-être trop tôt ou trop tard, à mauvais escient. Alors, il y a des dialogues de Platon sur la justice, sur la beauté, sur la vertu, l'amour, la poésie, le langage, la science, etc. J'en passe. Il n'y a pas de dialogue de Platon sur le rire. Bon. L'idée que j'ai, moi, c'est que l'éclairage sur le rire chez Platon est toujours indirect, finalement, mais qu'il existe quand même. En filigrane, il y a une idée, si vous voulez, c'est qu'il y aurait en quelque sorte une science du rire qui serait elle-même philosophique, évidemment dont il ne parle pas, mais qu'on peut toujours essayer d'imaginer, sachant qu'on s'expose soi-même toujours évidemment au ridicule. Alors peut-être faut-il apprendre à rire, comme on apprend à maîtriser ses émotions. Sur le rire de Socrate et sur l'ironie socratique en particulier, je recommande ce petit livre merveilleux qui est de Vladimir Jankélévitch, qui est l'ironie, où Jankélévitch oppose notamment l'ironie des cyniques et puis l'ironie philosophique. Ce qu'il appelle, pour Socrate, il parle d'une ironie humoresque, voilà, qui l'oppose justement à l'ironie un peu sarcastique, méchante, si vous voulez, des cyniques. L'ironie de Socrate, elle est bienveillante, voilà, c'est ce que dit Jankélévitch, entre autres. Quand on parle du rire, alors il faut citer aussi Aristote, évidemment, parce qu'il y a cette phrase célèbre d'Aristote qu'on entend tout le temps, qui est « l'homme est le seul animal qui rit ». C'est dans un livre qui s'appelle « Les parties des animaux », au livre 3, chapitre 10. Ce livre, c'est un traité de sciences naturelles dans lequel Aristote s'intéresse à tous les êtres vivants. Et c'est un essai de classification des êtres vivants en fonction de leurs différents organes. Alors, les poissons ont des nageoires, les oiseaux ont des ailes, etc. Les mammifères ont des poumons. Donc, Aristote analyse également le rôle spécifique donc, de ces différents organes. Et il aborde le rire, alors, quand il parle du diaphragme. Le diaphragme, donc, comme vous le savez, c'est cette cloison musculaire qui sépare la cage thoracique et la cavité abdominale. Entre parenthèses, d'ailleurs, c'est très curieux parce que chez Platon, il y a cette idée que le diaphragme sépare aussi les deux âmes. Enfin, c'est comme si on avait une âme mâle et une âme femelle, si vous voulez, et que l'âme mâle, alors évidemment, elle se situe plus haut, donc l'âme femelle est en dessous, évidemment, mais malgré tout, elles sont quand même en communication par quelque chose qui est le diaphragme. C'est très étonnant. Donc, je reviens à Aristote. Donc, il aborde la question du rire quand il parle du diaphragme et il dit le rire, c'est le résultat d'une contraction du diaphragme. Et il donne une raison assez drôle, mais qui est peut-être vraie finalement. Il dit l'homme rit parce qu'il est chatouilleux. Bon. Et pourquoi est-il chatouilleux ? Eh bien, parce qu'il a une peau plus fine que la plupart des autres animaux. Et il est extrêmement précis, d'ailleurs, il dit on rit quand on vous chatouille sous les aisselles. Et donc il y a deux idées, si vous voulez, que je retiens chez Aristote. Un, le rire est mécanique, un peu. C'est un peu comme le chatouillement, le gratouillement, si vous voulez. On pense à Knuck, là aussi. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille ? On retrouvera cette idée chez Bergson aussi, cette idée
du côté un peu mécanique du rire. Et puis il y a une deuxième idée que je trouve intéressante chez Aristote, c'est que le rire, il met la pensée en mouvement aussi, dit-il. Je cite, quand on rit, la pensée est mise en mouvement en dépit de la volonté la plus réfléchie. Alors ça, c'est très beau aussi, je trouve. C'est intéressant parce que c'est un rappel d'abord que l'âme et le corps sont intimement unis. Hein. Cette idée, on la retrouve chez Aristote. Mais c'est l'idée aussi que le rire nous fait penser. Voilà. Il est tout sauf une réaction bête, si vous voulez. Hein. Le rire est une perturbation, hein, mais une perturbation intéressante, positive. Il bouscule nos pensées, il vient les troubler d'une certaine manière. Il est une sorte d'émotion très particulière. Donc il n'y a pas de jugement moral, en revanche, vous voyez ici, et chez Aristote, et il est important de le noter. Alors, le jugement moral sur le rire, j'y viens, ou j'y reviens. Le rire a effectivement mauvaise réputation. Hein, c'est ce que dit Woolf. Hein, il n'inspire ni le savoir ni l'émotion, donc bon... c'est l'idée que le rire est satanique, hein, d'une certaine manière. Et il y a une longue tradition du rire satanique hein, dans la littérature ou dans la philosophie. Une idée qui est reprise par exemple par Baudelaire. Hein, je cite ça, son petit texte de 1855 qui s'appelle « De l'essence du rire », dans lequel Baudelaire a cette phrase, il dit « Le sage ne rit qu'en tremblant ». Baudelaire, il explique que le rire vient de la supériorité, d'une certaine manière, ou de l'idée, en tout cas, qu'on peut avoir de sa propre supériorité. L'exemple, hein, c'est celui qui glisse sur une peau de banane. Donc, celui qui rit dit ah, ce n'est pas moi que ça arriverait, une telle chose. C'est-à-dire, on se croit supérieur aux autres et on rit. Bon. Et on peut penser, là encore, à la servante de Thrace. Baudelaire reproche au rire de manquer d'âme, d'une certaine manière. On reviendra sur cette question de l'âme aussi, d'ailleurs, parce que Woolf y revient aussi. Mais il ne condamne pas absolument le rire. Il distingue notamment dans ce texte le rire, ce qu'il appelle le rire de Melmoth. Alors Melmoth, c'est un personnage horrible qu'on retrouve chez Balzac, entre autres, mais Melmoth, c'est celui qui a vendu son âme au diable, et celui donc qui est sans âme, évidemment. Et donc il y a le rire de Melmoth d'un côté, mais il y a aussi le rire de l'enfant, hein, l'enfant qui rit, voilà. Et donc Baudelaire essaie de définir une esthétique du rire. Hein, je ne développe pas, il faut lire ce texte de Baudelaire. Hobbes, par exemple, le philosophe anglais, se situe aussi dans cette tradition, hein, du rire un peu satanique ou un peu diabolique. Le diable, je rappelle, c'est celui qui divise, hein, c'est celui qui sépare, hein, de diabalène, hein, le verbe en grec qui signifie séparer ou diviser. Autrement dit, le rire est diabolique, qui sépare les hommes. Hein, et Hobbes écrivait d'ailleurs avant 2 siècles auparavant, dans un livre qui s'appelle The Elements of Law, il écrivait, je cite, « La passion du rire n'est rien d'autre qu'une gloire soudaine, et dans ce sentiment de gloire, il est toujours question de se glorifier par rapport à autrui, de sorte que lorsqu'on rit de vous, on se moque de vous, on triomphe de vous, et on vous méprise. » Voilà. Bon, entre parenthèses, cette idée de gloire soudaine, hein, auquel le rire est lié, on la retrouve chez Freud, par exemple, dans le mot d'esprit et sa relation avec l'inconscient. Hein, le mot d'esprit fait triompher le moi, disait Freud. Alors, selon Hobbes, il y a toujours un peu de mépris dans le rire. Ça, c'est son opinion. Mais il parle surtout de la moquerie. Parmi les philosophes qui se sont intéressés au rire, il y a évidemment Descartes, hein, que je voulais aussi citer. Ce qui est intéressant avec Descartes, c'est que chez lui, en revanche, comme chez Aristote, il n'y a pas de jugement moral, hein, sur le rire. Descartes aborde la question du rire, notamment et surtout, me semble-t-il, dans le traité des passions, hein, qu'on appelle parfois les passions de l'âme, hein, qui est un livre qui date de 1649. Et il consacre dans ce livre des articles à la moquerie, à la raillerie aussi, qui sont des passions particulières. Alors la moquerie, il dit, par exemple, c'est toujours une joie mêlée de haine. Hein, bon. Mais justement, lui distingue le rire de la moquerie.
Et une remarque, moi, qui me semble importante aussi sur Descartes, c'est que l'article donc sur le rire, qui s'appelle Du riz, d'ailleurs, RIS, vient juste après une analyse de la pâmoison. La pâmoison qui est l'évanouissement. Et il y a, me semble-t-il, ici un rapprochement qui est tout sauf un hasard. Hein. Se pâmer, c'est défaillir, c'est tomber dans les pommes, c'est chavirer. Hein. Est-ce que le rire nous fait chavirer, hein? Le rêve secret du conférencier, c'est faire chavirer la salle. Hein, bon, en tout cas, il nous fait tanguer. Hein, le rire nous fait tanguer, il nous secoue. Voilà. Et alors, que dit Descartes exactement? Il dit le rire est un phénomène physiologique, hein, surtout. Bon, je résume. Le sang gonfle les poumons. L'air est expulsé des poumons et sort par le gosier. Alors Descartes dit d'ailleurs, il ne dit pas le gosier, il dit le sifflet. Hein, voilà, d'où l'expression couper le sifflet à quelqu'un, par exemple. Ou une autre expression, je me suis aperçu qu'on emploie moins aujourd'hui, c'est se rincer le sifflet. Bon. Et donc l'air sort par le sifflet et fait éclater la voix. Dit-il, le rire, donc c'est un éclatement, hein, vraiment. Hein, on dit bien un éclat de rire. Et Descartes continue, dans le même temps, l'air pousse le diaphragme. Hein, alors là, un petit salut à Aristote, et les muscles de la poitrine et de la gorge, et enfin, l'air pousse les muscles du visage, voilà, et c'est pour ça que quand on rit, on fait une drôle de tête. C'est pour ça que je pense que sur les photos d'identité, par exemple, il est interdit de rire, et même de sourire, hein, vous le savez. Parce que quand vous riez, vous êtes un autre homme, voilà, vous êtes une autre femme. On ne vous reconnaît plus. Donc il faut interdit de rire. Et Descartes ajoute, le rire est un des principaux signes de la joie. Alors pourquoi? Parce que la joie provoque un chatouillement. Hein, on retrouve c'est ce chatouillement qui fait rire. Alors c'est drôle parce que Descartes critique Aristote, évidemment, mais il l'utilise beaucoup. Il le reprend ici presque mot pour mot. Alors en résumé, le rire, c'est un phénomène physiologique. Voilà, c'est une réaction corporelle, mais il est lié à la joie. Hein, pour Descartes. Donc pas de condamnation du rire, évidemment. Et puisqu'on parle des Descartes, il faudrait dire aussi un mot de Spinoza, puisque finalement ils sont parfois moins éloignés qu'on ne le pense parfois. Sur le rire, en tout cas, ils sont plutôt d'accord. Hein, Spinoza, il dit le rire aussi, le rire c'est une forme de joie. Hein. Spinoza fait un éloge de la joie. Hein. Alors la joie n'est pas le plaisir, hein, la joie est une émotion, c'est le sentiment de passer d'une perfection à une perfection encore plus grande. Hein, dit-il. Voilà. Parenthèse en forme de question, qu'est-ce qui est le plus important, la joie ou le plaisir? Vous avez 2 heures. Alors encore une fois, je ne veux pas faire un catalogue, mais il faut parler de Bergson. Évidemment, quand on parle du rire des philosophes, puisque Bergson est l'auteur d'un livre très célèbre, qui a eu même un moment de célébrité, son moment de célébrité sans doute dans la première moitié du XXe siècle. Il est paru en 1900. Le titre entier, c'est « Le rire, essai sur la signification du comique ». Si vous me permettez une petite confidence personnelle, j'avais une grand-mère qui était institutrice de la Troisième République, qui était une vraie hussarde de la République, et qui avait été à l'école normale, donc dans l'entre-deux-guerres, et qui me disait toujours que le rire de Bergson, c'était une des grandes références à l'époque dans les écoles normales. On lisait le rire de Bergson, voilà, tous les instituteurs, les futurs devaient lire le rire de Bergson, c'était très important, parce que Bergson, il parle du rire, mais pas seulement, il y parle aussi de beaucoup d'autres choses, du langage en particulier. Et alors, sur le rire de Bergson, je retiendrai 3 idées. La première et la principale, dit Bergson, c'est que le rire, il définit le rire comme de la mécanique, hein, quelque chose de mécanique, le rire, et c'est de la mécanique plaquée sur le vivant, dit-il. Ce qui fait rire, c'est quand quelqu'un a un comportement mécanique. Par exemple, un homme marche dans la rue, il est distrait, il se cogne à un lampadaire. Hein. Vous savez, comme dans le film de Jacques Tati, mon oncle. Ouais, bon, c'est une blague récurrente. Alors, on rit, pourquoi? Eh bien, parce que, dit Bergson, la vie exige de nous l'attention,
Et quand l'attention se retire, finalement, nous agissons comme un automate, nous faisons des bêtises, et c'est ces bêtises qui sont comiques, dit Bergson. Autre exemple que donne Bergson, d'ailleurs lui-même, il dit un certain mouvement de la tête ou de l'épaule qui revient périodiquement, par exemple, chez quelqu'un, un tic, est comique, par exemple, dit-il. Les imitateurs ou les émissions de télévision du type... alors avant c'était le petit journal, on dit quotidien, maintenant je crois que c'est ça, se délectent par exemple de ce genre de choses. Bon. Autre exemple que cite Bergson, c'est celui de l'orateur à la tribune. Alors d'ailleurs, peut-être je fais la même chose, d'ailleurs, qui répéterait toujours le même geste. Il serait comique, dit Bergson. Je pense à un vieux film de Chris Marker, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, sur Cuba, dans lequel Fidel Castro tripotait fébrilement les micros qui étaient devant lui, etc. Et effectivement, c'était drôle. Le comique vient donc d'une certaine raideur. Voilà. Ça, c'est la thèse de Bergson. Charlie Chaplin a beaucoup joué là-dessus. Qu'il soit déguisé en policier, en garçon de café, c'est toujours le côté mécanique, finalement, que joue Charlot. On dirait une marionnette, presque, dont on tire les fils invisibles. Souvenez-vous de cette scène des temps modernes, où, avec deux clés à molette, il travaille à la chaîne et essaie de suivre le rythme de la machine. Et puis, quand vient la pause, il continue à effectuer les mêmes gestes de façon mécanique. Ensuite, il est évalé par la machine, il a des hallucinations, enfin bon, il poursuit même une jeune femme parce qu'elle porte une robe avec des boutons en forme d'écrou, etc. Bref. J'ai l'impression que les comiques, même aujourd'hui, jouent toujours sur ce registre-là. Gad Elmaleh, par exemple, utilise les mêmes ressorts comiques. Si vous connaissez son sketch qui s'appelle Le Blond, je cite, Le Blond, dit Gad Elmaleh, c'est un beau gosse, peut-être vous... Alors, c'est un beau gosse qui réussit tout dans la vie. Bon, donc il est très énervant, évidemment. Mais du coup, il est un peu inhumain. Alors, je cite, il dit « Il dort avec des lunettes en mousse quand il fait du ski, il ne tombe jamais, il n'a jamais le nez qui coule, ses tomates restent bien parallèles dans son sandwich crudité. » Bref, le blond ressemble un peu à un robot, voilà. Il ressemble un peu à un automate. La deuxième idée chez Bergson, c'est que le rire, c'est humain. Voilà, c'est très humain de rire. Un animal n'est pas drôle, sauf justement quand on surprend chez lui un comportement qui est humain. Un singe qui se cure les dents, par exemple, ou qui se sert d'un de ses cheveux comme d'un fil dentaire, ça c'est drôle, c'est merveilleux, mais c'est drôle aussi parce que son comportement finalement est proche du nôtre, tout d'un coup, on s'en aperçoit. Par contre, un paysage n'est jamais risible. Voilà. On ne rit pas d'un paysage. Bon. Sur l'échelle du comique, le paysage est au degré 0. On rit des hommes, finalement. Le rire est toujours une forme de punition, dit Bergson, envers les êtres qui s'écartent de la norme. Donc il y a une dimension morale du rire, pour Bergson. Que l'on songe à Molière, par exemple, le rire, effectivement, est un moyen de corriger les mœurs. Le rire châtie la vanité du bourgeois gentilhomme, l'hypocrisie de Tartuffe, l'avarice, etc. Voilà. Et puis la troisième idée, alors, c'est que le rire, pour Bergson, a une signification sociale. On rit toujours à plusieurs. Le rire suppose, dit-il, une forme de connivence. Et Bergson a sans doute raison là aussi. En revanche, quand il dit « le rire s'accompagne toujours d'une forme d'insensibilité ou d'indifférence », c'est, me semble-t-il, peut-être plus discutable. Ça pourrait être là aussi l'objet d'une discussion. L'idée personnelle que j'ai, c'est la suivante, c'est que le rire n'est pas le refus de la sensibilité, il est plutôt le refus de la sensiblerie. Du chantage affectif, de la glu sentimentale, du romantisme de pacotille, bref, de tout ce qu'on peut ranger sous la catégorie du pathétique. Et c'est vrai, le pathétique s'accommode mal du rire. Le registre du pathétique, l'expression outrée des sentiments, par exemple, est antipathique du rire.
Le pathétique joue sur l'amplification, l'hyperbole, l'exagération, etc. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Alors, de ce constat, le rire suppose une connivence. C'est ce que disait un humoriste dont vous vous souvenez, qui s'appelait Pierre Desproges, qui disait « on peut rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde, ou avec n'importe qui ». On peut tirer 2 points de vue, me semble-t-il. Premièrement, un point de vue relativiste, qui consisterait à dire pour pouvoir rire ensemble, il faudrait partager les mêmes codes, finalement, culturels. Mais là, on risque de plus rire du tout, ou alors de rire entre soi. L'entre-soi, c'est quand même toujours un peu gênant. Et deuxièmement, un autre point de vue qu'on pourrait qualifier d'universaliste, à savoir, pour pouvoir rire ensemble, pas besoin de partager les mêmes codes culturels. En revanche, le rire supposerait, malgré tout, un minimum de confiance et de connivence ou de sympathie. Je rappelle que la connivence, c'est la conscience partagée, c'est la même étymologie que le mot conscience, connivence. Voilà. En résumé, donc, Descartes avait fait du rire une réaction physiologique. Bergson le spiritualise. Le rire, dit-il, vient de la seule intelligence. Il est une anesthésie du cœur. Encore faudrait-il s'accorder sur ce qu'on appelle l'intelligence. Voilà. Le rire est-il une chose intellectuelle ? Est-ce qu'il n'est pas plutôt une défense contre l'intellectualisme, justement ? Et si le rire était une forme d'intelligence très particulière, je pose la question, une intelligence qui émanait justement de la sensibilité. Et ça nous amène alors à la deuxième partie, au rire des philosophes, génitif objectif cette fois, à une deuxième partie qui pourrait s'intituler « Rire des philosophes » ou « Du comique des philosophes eux-mêmes » ou de leur ridicule éventuellement. C'est le point de vue de la servante de Thrace. Le rire de la sotte, je mets entre guillemets quand même, puisque c'est comme ça qu'au Woolf, alors ne l'appelle pas nommément, mais fait allusion à elle, en tout cas, quand elle parle du rire des sottes et des enfants. Le rire de la sotte qu'on a tendance à reléguer un peu vite aux oubliettes. C'est le versant Aristophane de la montagne, si vous voulez. Est-ce qu'il est plus ou moins ensoleillé que le précédent ? Vous en jugerez. Aristophane, je le rappelle, se moque de Socrate, je l'ai dit tout à l'heure, dans une pièce qui s'appelle Les Nuées. Entre parenthèses, j'ai vu que la pièce est jouée en ce moment à Paris, au théâtre de l'Essaillant. Ce qui veut dire qu'Aristophane donc, est notre contemporain, évidemment. Pour Aristophane, Socrate est un excentrique. Il le représente suspendu en l'air, dans une corbeille, dans les nuées, sous-entendu, là aussi, il n'a pas les pieds sur terre. Et on retrouve ce reproche adressé aux philosophes, d'ailleurs, très souvent, adressé par Nietzsche aussi, d'ailleurs, aux philosophes, à savoir que ce sont des sophistes parmi d'autres. Aristophane, évidemment, n'est pas philosophe, c'est un auteur de comédie. De quoi Aristophane est-il le nom, finalement ? De quelque chose, me semble-t-il, qui vient entrer en concurrence avec la philosophie, ou la percuter d'une certaine manière, et qui est la nécessité de rire aussi des philosophes, humains trop humains, comme dirait Nietzsche. Nietzsche, entre parenthèses, qui adorait Aristophane, il l'appelle même Saint Aristophane. Je ne sais plus exactement où est la référence, je vous la donnerai si vous le souhaitez. Aristophane nous dit une chose, il nous dit les philosophes sont des professionnels de l'ironie, mais ils n'échappent pas eux-mêmes au ridicule. Et donc c'est la fonction du théâtre, finalement, de relever ce ridicule. Alors, de le relever au sens de le signaler, mais aussi de le porter vers les hauteurs, peut-être. De le dépasser au sens hégélien, peut-être. Voilà. Et Aristophane inaugure une longue tradition dans le théâtre, dans le roman aussi. Jean Kelevitch, d'ailleurs, il consacre aussi des pages dans son livre sur l'ironie, en disant qu'il y a un tournant là, aristophanesque, véritablement. Une tradition qu'on pourrait appeler la littérature, tout simplement, au sens large. Et là, je voulais convoquer quelqu'un d'autre, un autre auteur qui
qui s'appelle Milan Kundera, tout simplement, qui a écrit dans l'art du roman, qui a écrit la chose suivante. Donc à propos de la littérature. Kundera écrit « Le roman connaît l'inconscient avant Freud, la lutte de classe avant Marx, il pratique la phénoménologie avant les phénoménologues. » Fin de citation. Hein. Il est peut-être permis de dire aussi que le roman connaît le rire avant la philosophie. Sans remonter au rire homérique, vous savez que dans l'Iliade, les dieux rient. Hein, voilà. On peut rappeler que les deux auteurs fondateurs de la tradition du roman européen moderne, Rabelais et Cervantes, sont des auteurs comiques et éminemment philosophiques, faut-il le préciser. Autrement dit, dès l'invention du roman, l'éthos comique, l'éthos, c'est-à-dire le caractère, si vous voulez, comique, est présent. Un ethos pensé à la fois comme une stratégie de prise de distance à l'égard des procédés romanesques, mais aussi de satire sociale, les deux étant indissociables, il est important de le préciser. Alors, la littérature versus esprit de sérieux, j'aurais pas la prétention ou le ridicule, évidemment, de faire le tour de la question, et je voudrais m'en tenir à Woolf, hein, que j'ai déjà cité, à Virginia Woolf, avec l'idée que le rire est toujours hors la loi, finalement. Alors, pour Woolf, ceci est évidemment très élogieux. Hein. Je parlais au début de ce qu'elle appelle l'esprit de solennité. Voilà ce qu'elle écrit. Si les esprits ont un sexe, celui-ci, donc elle parle de l'esprit de solennité, est sans nul doute masculin. Je résume l'idée que l'on retrouve dans beaucoup de romans de Woolf, à commencer peut-être par son roman le plus réussi, bon, à mon avis, là aussi c'est discutable, mais son roman le plus réussi qui est Mrs. Dalloway. En gros, c'est, voilà, les hommes sont barbants, hein, non seulement ils sont pas beaux, mais ils sont ennuyeux. C'est pas de leur faute d'ailleurs, ce sont des victimes eux aussi, donc ça c'est très important de le dire quand même. Bon, ils sont victimes, hein. Il n'y a pas que les femmes qui sont victimes, les hommes aussi. Et Woolf identifie clairement l'esprit de sérieux au caractère masculin. Si vous m'autorisez encore un avis personnel, cette idée n'est pas pour me déplaire. Est-ce qu'il n'y a pas, après tout, une bisexualité fondamentale de tous les êtres humains? Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que les hommes ne savent pas rire, mais ça veut dire sans doute, pour Woolf, que le rire a à voir avec la part féminine, hein, que chacun porte en soi. Je crois bien, là, je n'ai pas vérifié la référence, mais je crois bien qu'elle dit ça aussi dans Une chambre à soi. Elle ajoute une phrase, elle dit, je cite encore Virginia Woolf, elle dit « La comédie est du sexe, des grâces et des muses. » Voilà. Alors elle pense là évidemment à Aristophane. Elle ne cite pas Aristophane, mais évidemment elle pense à lui. La comédie, elle est féminine, nous dit Virginia Woolf. Un tel propos devrait, semble-t-il, interpeller davantage. Elle ne s'arrête pas là, d'ailleurs, elle file la métaphore. Hein, elle compare l'esprit de solennité à un galant homme qui, lorsqu'il s'avance vers une femme, la fait fuir. Hein, je cite encore, « Gagnée par un fou rire irrépressible, elle est contrainte de se réfugier auprès de ses sœurs pour cacher son hilarité. » Fin de citation. Alors, on pense aussi à Hegel, la phénoménologie de l'esprit, quand Hegel parle des femmes, et qu'il dit les femmes finalement sont l'éternelle ironie de la communauté, hein, c'est la formule de Hegel. Il est clair que pour Woolf, en tout cas, l'humour appartient en propre, alors non pas à un genre, en fait, personne n'est propriétaire, hein, ni les hommes ni les femmes, mais appartient en propre en tout cas à la littérature. Et je voudrais citer ici un autre recueil d'essais de Virginia Woolf qui ont été rassemblés sous le titre « L'art du roman ». Alors bon, ça se télescope un peu avec Kundera, parce que le titre du livre de Kundera, c'est aussi l'art du roman, mais c'est en fait, ce sont des petits essais sur la littérature de Woolf, dans lesquels elle revient sur la question de l'humour de la littérature. Et Woolf oppose deux traditions littéraires très très différentes l'une de l'autre. Et elle dit des choses, pour le coup, qui résonnent tout à fait étrangement en ce moment.
Elle compare notamment les écrivains russes à la mode, à l'époque, bon, on est dans la première moitié du XXe siècle, et puis les écrivains anglais. Et elle dit, à propos des Anglais, elle dit ces derniers sont peut-être moins profonds, mais ils sont plus réjouissants, dit-elle. Et elle souligne la délectation naturelle, je cite encore, que les Britanniques trouvent dans l'humour et le comique. Alors Shakespeare y est sans doute pour quelque chose, Sterne aussi, Laurence Sterne. Parmi ses modèles, elle cite souvent Jane Austen, Émilie Brontë, mais aussi Shakespeare et Sterne. Et Woolf en appelle à cette partie de nous-mêmes qui choisit de se réjouir plutôt que de se lamenter. Et ce qu'elle appelle, je cite là encore, la vieille civilisation anglaise, dit-elle. Bon. Elle a nourri en nous, je cite, l'instinct de nous réjouir et de lutter plutôt que de souffrir et de comprendre. Voilà. Alors, c'est un article qui est paru en 1919 dans un journal anglais, The Common Reader d'abord, et qui a été repris ensuite dans l'art du roman. Et quand je disais que ça résonnait très étrangement, quand même, elle dit, pour elle, les Russes possèdent un atout, mais qui est aussi un handicap, littérairement parlant. C'est la foi, finalement, dans l'idée que la Russie est la patrie des émotions les plus profondes et les plus sincères. Et elle ajoute, quand on est un lecteur anglais, il faut faire des grands efforts, je cite un livre, pour lire la littérature russe. Et elle dit une chose qui est très... Voilà, qui, moi, m'interpelle, en tout cas, qu'elle dit « Les Russes sont trop préoccupés de leur âme, finalement. » Et je cite encore, elle dit « L'âme n'a pas le sens de l'humour. » Et elle reproche, finalement, aux Russes, Tolstoï, Dostoïevski, etc., enfin tous les grands écrivains russes qui ont beaucoup écrit aussi sur la littérature anglaise, aussi de leur côté, elle leur reproche finalement de trop vouloir spiritualiser le roman. Si vous spiritualisez trop les rapports humains, effectivement, il n'y a plus de place pour le rire. Le rire, donc, n'est pas trivial, il n'est pas satanique, au contraire. Woolf affirme qu'il y a une vérité du rire. Je cite encore, elle dit « Pour pouvoir rire de quelqu'un, il faut d'abord être capable de le voir tel qu'il est. » Et pour elle, c'est évidemment le rôle du roman de montrer l'homme tel qu'il est. Alors, j'ai prononcé un nom, Sterne, Laurence Sterne. Woolf le cite souvent. Je voudrais m'arrêter un instant sur son nom, en m'autorisant une digression, en fait, qui n'en est pas une, mais sur l'humour anglais. Justement, on en parlait tout à l'heure. Rappelons que le roman moderne est né en Angleterre, et que l'humour est une invention anglaise du XVIIIe siècle. Le dictionnaire Robert, peut-être vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais le mot humour apparaît en français en 1725. Il vient du mot anglais humor, qui est lui-même emprunté au français humeur. Donc voilà un mot qui a fait traverser la Manche plusieurs fois, comme beaucoup de mots, d'ailleurs en français ou en anglais. Et Laurence Sterne, il est l'auteur au XVIIIe siècle d'un roman extraordinaire qui s'appelle « La vie et les opinions de Tristram Shandy », qui a été redécouvert, ce roman, qui a été redécouvert en France depuis une vingtaine d'années, grâce notamment aux traductions de Guy Jouvet aux éditions Tristram. Avec un autre livre très célèbre au XVIIIe siècle, qui est le Tom Jones de Fielding, entre parenthèses, qui était un des livres de chevet de Marx. Marx, il avait deux livres de chevet, il avait Tom Jones de Fielding, et puis il avait Jean-Jacques Rousseau, les Confessions, je crois. Donc il y a Tom Jones, et puis il y a Tristram Shandy, voilà. Qui est sans doute un des plus grands romans, dont l'impact est immense. Diderot est plus qu'influencé par Tristram Shandy. Jacques le Fataliste se démarque en permanence de Tristram Shandy. Et Tristram Shandy, c'est un livre qui est absolument anti-sérieux. Voilà. C'est un livre qui est dirigé contre les agélastes. Alors les agélastes, c'est un mot qui vient de Rabelais et qui désigne ceux qui ne savent pas rire. Gélos, gélos, en grec, c'est le rire. Et la question que pose Sterne, finalement, c'est celle de la littérature, celle des rapports entre la littérature et la philosophie. C'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de la littérature, finalement, en plus de la philosophie.
De quel type de connaissances la littérature est-elle porteuse ? L'idée de base de Stern est la suivante, à mon sens. Le sérieux n'est pas un problème philosophique stricto sensu. C'est-à-dire que le sérieux n'est pas critiquable d'un point de vue philosophique. Que serait une philosophie qui ne serait pas sérieuse ? Bon. Mais du coup, les philosophes se prennent souvent eux-mêmes dans les filets du sérieux. Voilà. Et donc le sérieux est un problème esthétique, ce n'est pas un problème philosophique, c'est un problème esthétique, ou qui concerne l'art, si vous voulez. On pourrait formuler les choses différemment. On pourrait dire que certes, la philosophie doit lutter contre la bêtise, mais ceux qui dénoncent la bêtise sont souvent bêtes aussi, et donc on peut avoir des opinions différentes et la même mentalité bornée, ça arrive aussi. Et donc, la structure elliptique du roman, si vous voulez, est plus efficace pour réaliser le programme de la philosophie. Ça, c'est ce que pense Stern. La bêtise, l'esprit, si vous voulez, c'est des notions philosophiques, mais il faut les traduire en idées esthétiques. Voilà. Il faut les faire sentir. Bon, c'est un peu peut-être ce que fera Flaubert aussi, de son côté. Et qu'est-ce qui est sérieux, là, voilà, puisque j'ai employé le mot de sérieux. Ce qui est sérieux, finalement, c'est d'adhérer à soi. On peut penser ici à Sartre, Sartre qui n'a cessé de lutter contre l'esprit de sérieux aussi. L'être et le néant, entre parenthèses, c'est un livre qui est entièrement consacré presque à l'esprit de sérieux. Vous voyez, il termine là-dessus d'ailleurs. Vous vous souvenez du garçon de café qui joue au garçon de café ? Et Sartre, il disait que le monde du sérieux, c'est celui des valeurs toutes prêtes. Le monde du sérieux, c'est celui du cliché, finalement, du stéréotype, des idées fixes. Et comme il y a un monde du sérieux, il y a un monde des clichés, donc. J'ai parlé d'esthétique à l'instant. Si je vous demande quel est le registre esthétique qui correspond à ce monde des clichés, eh bien, à mon sens, en tout cas, c'est le registre du pathétique. Le monde du sérieux recouvre tout ce qu'on pourrait ranger sous la catégorie du pathétique. Autrement dit, ce n'est pas la passion elle-même qui est condamnable. La passion est bonne, enfin, en tout cas, elle peut l'être, évidemment. C'est le pathétique qui est condamnable. L'affectation, comme disait Woolf, les simagrées, les faux semblants. Mais aussi le puritanisme, le pédantisme, vous en avez parlé tout à l'heure, la grandiloquence, le guindé. Voilà les ennemis du rire. Et à propos du pathétique, je me permets de citer ici Guy Jouvet, qui a traduit... le traducteur de Tristram Shandy en France, qui dit « Sentiments, passion, affection ne sont ni bons ni mauvais, ni ridicules en eux-mêmes, mais ils sont généralement éprouvés que dans le moule social de valorisation inauthentique dont le langage du cliché est l'armature. » Quelque part, Jouvet parle du langage du cliché, d'ailleurs, qui serait le vecteur d'une véritable épidémie sociale. Et je renvoie à ce sujet un article qu'il a écrit dans la NRF, remarquable, qui s'appelle « Laurence Stern, l'assassinat du pathétique », qui est paru en janvier 2005, numéro 572. Voilà. Il y a donc quelque chose de très contagieux. Il y a quelque chose de très contagieux et de très dangereux pour notre santé mentale. C'est le langage du cliché ou des idées fixes que seul le rire, tel un vaccin, qu'il faudrait naturellement administrer régulièrement, peut combattre efficacement. Et ces questions me paraissent devoir être méditées, semble-t-il, à l'heure du triomphe de ce qu'il est convenu d'appeler les réseaux sociaux. Je lisais récemment un livre du journaliste Bruno Patino sur ce qu'il appelle la servitude numérique. Ce petit livre s'appelle « La civilisation du poisson rouge ». Et Patino disait, je cite, « Il existe aujourd'hui sur Internet des algorithmes qui donnent une prime de visibilité au contenu qui provoque de la colère et de l'émotion. En un mot, qui privilégie systématiquement le registre du pathétique. » Et Bruno Patino suggère de diminuer la portée et le champ d'application de ces algorithmes. Ça me paraît une bonne idée. J'ai commencé en citant un extrait de La valeur du rire de Virginia Woolf. Puisque je vois qu'il est presque l'heure, je voudrais terminer par un autre petit passage de ce texte. Vous le trouverez dans une anthologie qui s'appelle « Rire ou ne pas rire »,
qui a été réédité récemment, qui est paru en 2014 aux éditions de La Différence. Rire ou ne pas rire, et donc qui contient donc ce petit essai sur la valeur du rire. Virginia Woolf écrit, voilà ce qu'elle écrit. « Le rire, plus que tout, nous aide à voir les choses à leur juste proportion. Il n'a de cesse de nous rappeler que nous sommes de simples humains, que personne n'est jamais un parfait héros ou un fiefé coquin. Dès que nous oublions de rire, nous perdons le sens des proportions et avec lui le sens de la réalité. » Et elle ajoute « Les hommes et les femmes sont juste assez hauts sur l'échelle de la civilisation pour se voir confier le pouvoir de connaître leurs propres défauts et se voir accorder le don d'en rire. » Voilà, retenons ceci, donc le savoir rire est important. Woolf nous dit il n'y va ni plus ni moins que de la civilisation, donc voilà, c'est pas une mince affaire. En tout cas, le rire, me semble-t-il, n'est pas une anesthésie du cœur, contrairement à ce que disait Bergson. Il est peut-être au contraire le signe d'un grand cœur. Voilà. Merci à vous. Merci. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.